À moi de faire des compliments, merci encore une fois Olivier de m'avoir invité. C'est toujours intéressant de confronter les expériences et les problématiques et on se rend compte en discutant ensemble que finalement la finalité de l'encadrement médico-technique du sport, c'est quoi? C'est être capable de faire une performance de haut niveau, être capable de reproduire une performance de haut niveau avec un risque minimisé de blessure. Alors aujourd'hui, quels sont les sujets sur lesquels on travaille au niveau de la Fédération française de rugby qui ont trait à la biomécanique? On a plusieurs sujets. Un des sujets qui nous occupe et qui nous occupe nous de plus en plus, c'est gazon artificiel, gazon synthétique, gazon mixte, pour plusieurs raisons. D'une part, d'un point de vue économique, les clubs professionnels sont amenés, pour des raisons de sécurité, de reproductibilité de leur match tous les week-ends, à investir dans des terrains synthétiques. Et de plus en plus, depuis 2 ans, les entraînements se font de plus en plus sur terrain synthétique et même les compétitions. Donc, les compétitions de jeunes se font sur les terrains synthétiques. Il commence à y avoir des compétitions d'adultes qui se font sur synthétique, comme j'en parlais. J'ai eu la chance d'être aux Universiades, donc les Jeux Olympiques universitaires à Kazan en Russie au mois de juillet. Et le tournoi de rugby à 7 a eu lieu exclusivement sur les terrains synthétiques du 3e génération. Donc c'est une vraie problématique de savoir comment on gère ça en termes de tolérance articulaire, comment on gère ça en termes de risque accru de traumatisme direct, parce que vous savez, nous, on est souvent par terre. Volontairement ou pas volontairement, et qu'est-ce que ça a comme incidence sur les traumatismes de rachis cervical, qu'est-ce que ça a comme incidence sur les commotions cérébrales, c'est-à-dire une chute à pleine vitesse, la tête tape par terre, est-ce qu'il y a des différences entre le risque potentiel de commotion cérébrale sur gazon naturel ou sur gazon synthétique? Plein de problématiques sur lesquelles on se pose des vraies questions, parce que encore une fois, on en discutait tout à l'heure. Sur l'histoire des commotions cérébrales, il faut que vous sachiez qu'il y a une association de joueurs de foot américains aux États-Unis qui vient de gagner un procès contre la NFL pour insuffisance de prise en charge des commotions cérébrales dans le foot américain, et la NFL doit verser 763 millions de dollars à l'association. Voilà. Donc c'est des problématiques qui n'ont pas encore traversé les États-Unis, enfin l'Atlantique, mais c'est des choses qui nous intéressent au quotidien, et vous verrez, si vous êtes amateur de rugby, vous avez peut-être entendu parler du protocole commotion cérébrale, donc un certain nombre de choses qui sont faites pour identifier cette entorse du cerveau qui nécessite un délai de récupération avant de retourner au combat. Puisque de plus en plus, le rugby devient un sport de combat collectif. Pas le bagarre à la sortie de la boîte de nuit, mais c'est un... Donc ça, c'est problématiques qui sont importantes sur lesquelles on travaille et sur lesquelles il va falloir qu'on travaille encore plus vite compte tenu de ce contexte actuel. L'autre chose, un des moments privilégiés et spécifiques du rugby, c'est la mêlée. Donc, vous savez, on a beaucoup communiqué dessus. On a eu la chance de pouvoir développer avec un de nos partenaires qui est Thales une machine à mêler qui est un simulateur grandeur nature sur lequel on peut faire passer de 1 à 8 joueurs, c'est-à-dire des mêlées constituées, et qui est bourré de capteurs qui nous permet de savoir ce qui se passe dans l'impact, le maintien de la pression à 1 personne, 3 personnes, 5 personnes, 8 personnes. Donc c'est Julien Bichonne qui est chargé de travailler là-dessus. Donc interface également de la mêlée au sol. Comment ça se passe? Est-ce que pour optimiser la poussée, il faut placer les pieds dans un certain sens? On s'est rendu compte que tous nos premières lignes, les avants, les talonneurs et les piliers qui avaient des problèmes de flexion de cheville, finissaient par avoir des pathologies. En fait, c'est parce qu'il leur manque de la souplesse. Ils sont obligés de compenser, et ils échappent avec le genou, avec la hanche, et ils finissent par se blesser. Ça, c'est des choses toutes simples, mais qui ont des répercussions directes cliniques
Voilà, ce que je dis toujours aux joueurs, moi, le plus grand plaisir, c'est de savoir que vous raccrochez les crampons à 35 ans en ayant fait 15 ans de carrière professionnelle. Malheureusement, il y en a très peu qui font autant de temps à niveau professionnel. Voilà, donc efficacité individuelle, poussée, c'est-à-dire qu'on est capable individuellement de dire voilà ton positionnement quand tu vas faire une phase de plaquage, puisqu'en fait on peut aussi faire l'équivalent d'un plaquage sur cette machine. Ton positionnement fait que ton rendement est optimum. Et puis, là, le travail de la mêlée collective, donc ce simulateur qui a la possibilité d'une part d'être simplement passif et d'être un capteur qui enregistre, mais aussi d'être actif, c'est-à-dire de simuler une mêlée adverse. On sait que la mêlée du Pays de Galles, elle fonctionne comme ça. On sait que la mêlée des Néo-Z, elle fonctionne comme ça. Et donc, on fait un entraînement avec en face une mêlée adverse simulée. Donc, ça permet de travailler et de faire progresser les joueurs. Et c'est vrai que la progression pour la Coupe du Monde 2011, le stack d'avant, était quand même pas mal inspiré de tout ce travail. Ensuite, et ce dont je vais vous parler plutôt aujourd'hui, parce que je sais qu'il allait y avoir pas mal de techniciens, et donc on va plutôt parler plutôt que des critères purement médicaux, des critères d'efficacité. Donc là, je vais vous parler en détail de l'analyse biomécanique de l'efficacité du crochet, du cadrage débordement, qu'on appelle chez nous, qui est un moment indispensable pour gagner son duel. C'est partie des choses qu'on dit au rugby, c'est-à-dire qu'il y a un travail collectif et puis il y a un travail individuel. Et on a un adversaire, il faut qu'on gagne son duel. Gagner son duel, c'est éviter de se faire dépasser et puis essayer de l'éviter. Donc il y a tout un ensemble de stratégies collectives et individuelles qui sont mises en place pour faire ça. Et donc je vais vous parler. Et puis ensuite, là, un sujet beaucoup plus médical sur lequel je travaille depuis 2 ans, à la demande, en premier lieu, de l'équipe, du manager de l'équipe de France féminine, enfin des équipes de France féminine, qui un jour vient me voir et qui me dit écoute, il faut qu'on comprenne quelque chose, on a une épidémie de rupture de croisés dans les équipes de France féminine. Et moi, avec mon réservoir de joueuses internationales, moi, si mes joueurs clés, mes joueuses clés se cassent, j'ai personne à mettre à côté. J'ai personne à mettre à leur place. Donc on travaille sur des facteurs d'identification, et ça, pour ceux qui viendront à Strasbourg, on va communiquer là-dessus, sur des facteurs d'identification prédictifs de risque de rupture des croisés sur des mouvements en autonomie, puisqu'on sait qu'il y a les 2 tiers des ruptures des croisés qui ont lieu dans le rugby qui se font sans intervention extérieure. Alors, si vous prenez un gars de 100 kg en travers sur le genou, vous pouvez avoir le croisé le plus solide du monde, il cassera. Par contre, il y a énormément de croisés qui se font simplement tout seuls sur des mouvements de cadrage débordement, sur des mouvements de réception de saut. Et ça, c'est des choses qui sont évitables, on le sait, c'est prouvé scientifiquement. Il faut savoir comment les prévenir. Et puis le deuxième sujet, c'est quand on prend, et ça je remercie la Ligue nationale de rugby de nous avoir communiqué ces chiffres, quand on prend le nombre de pathologies et le nombre de jours non joués par les professionnels, la pathologie qui en nombre d'indemnités journalières revient la plus fréquente, c'est les entorses de cheville. Ce pas des lésions graves, mais il y en a énormément. Et dans ces entorses de cheville, il y a un certain nombre de facteurs biomécaniques qu'on est capable d'identifier et qui sont des facteurs prédictifs. C'est-à-dire que votre joueur, s'il est valgus de cheville, valgus de genou, qui fait 110 kg et qu'il n'a pas de tenue sur ses intrasectipieds, qu'il n'a pas de tenue sur ses rotateurs, internes, rotateurs externes de genou, et bien vous savez que dans sa carrière, il va faire 1, 2, 3 entorses de cheville et voire une entorse de genou. Et ça, on est capable de le travailler. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles on travaille. Stabiliométrie, unipodale, bipodale, les yeux ouverts, les yeux fermés. Système de préactivation, puisque c'est le critère scientifique qui a été identifié comme étant le plus pertinent de risque d'entorse de cheville. C'est dans la phase aérienne de reprise d'appui, c'est la préactivation des muscles stabilisateurs de cheville. C'est un peu compliqué à étudier, mais on sait le faire. Alors donc je vais vous parler en détail là d'une étude qu'on a fait, une étude préliminaire qu'on a fait sur la biomécanique du crochet chez les rugbyman. Ce qui me plaît d'autant plus de venir parler ici, c'est que le golf et le rugby, à 7, on est parrain de promotion olympique. Donc on va être à Rio en 2016.
Et on est aussi maintenant lancé dans un projet olympique, puisque le rugby à 7, qui se joue à 7 sur un grand terrain, 2 mi-temps de 7 minutes, va donc les disciplines olympiques et met en exergue tout ce dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que l'acte technique du cadrage débordement, il peut être décisif. C'est un sport, le rugby à 7, où si vous arrivez à franchir la ligne de défense, il y a essai. Donc il n'y a peut-être que 2 fois 7 minutes, mais on a des scores des 50 à 10, parce que si vous arrivez à franchir le rideau défensif, la plupart du temps, vous marquez l'essai. Donc c'est un geste technique qui prend le pas, un geste individuel qui prend le pas sur le collectif. Alors, donc on a fait ça, donc comme je vous l'expliquais, c'est une alternance de phase de repos, de marche, de course. La quasi-totalité des sprints sont effectués, et qui sont effectués sont des sprints de cours, de 15 à 25 mètres. Et c'est dans ces 15 à 25 mètres-là qu'il faut faire la décision, qu'il faut gagner son duel. Rugby à 7, donc l'étude que fait Julien Pichon sur l'analyse de ce nouveau sport, il n'est pas très nouveau, mais comme les impératifs olympiques, on regarde en détail, il y a 27% du temps de jeu effectif qui se fait à forte intensité de course, c'est-à-dire supérieur à 4 mètres secondes. Donc tout ce qui va se faire, 4 mètres secondes, ça commence à avancer. Et tous les gestes techniques vont se faire à cette vitesse-là. Pour vous donner une idée, au rugby à 15, on est aux alentours de 10 à 15% seulement du temps de jeu qui se fait à cette vitesse-là. Donc, les phases offensives permettent d'attaquer, trouver les espaces libres, contrer les défenseurs, échapper au placage. Et donc, il faut des compétences techniques et bien sûr, ambidextre, à droite, à gauche. Donc, l'idée, c'était de voir déjà, parce que quand on regarde les joueurs, on se rend compte qu'ils ont un côté préférentiel, voire un côté exclusif. Et ça, on rentre dans le professionnalisme, c'est-à-dire que les analystes vidéo regardent comment fonctionnent les attaquants et les défenseurs des autres équipes, et s'ils en voient un qui ne fait que un cadrage débordement côté droit, on donne l'information au défenseur, il va le prendre à l'intérieur de l'épaule et il ne passera pas. Donc pour nous, cette ambidextrie ou cette compétence bilatérale est fondamentale à entretenir, voire à développer chez les jeunes. Voilà, donc là je vous montre ce qu'on a fait sur des choses assez classiques. Hein. On a fait un enregistrement sur une répétition à droite, répétition à gauche, avec une analyse sur des mires en 3D. Voilà des choses classiques qu'on a fait donc, avec Damien Zonteufel, qui est un podologue avec qui on travaille depuis plusieurs années. Et voilà, donc vous voyez là, sur le premier schéma, le côté préférentiel, avec une prise d'appui de bonne qualité sur les deux pieds, donc ça va tourner en boucle. On va déjà commencer par regarder ça. Donc ça, c'est le côté préférentiel, vous voyez. Voilà, il y a en permanence un pied qui est en appui. Ensuite, côté non préférentiel, regardez, un cadrage débordement, c'est un pas chassé. Voilà, donc en termes d'efficacité, on va rentrer dans les détails des mesures, en termes d'efficacité, ça n'a rien à voir. Et en termes stratégiques, celui-là, si jamais il se fait plaquer sur son cadrage débordement, il a toujours un appui au sol. Il va être capable de maîtriser ce plaquage et de faire en sorte de ne pas perdre le ballon. Parce que s'il se fait plaquer, qu'il tombe au sol et qu'il tombe avec le ballon côté adverse, il va se faire gratter le ballon, il perd le ballon. Au rugby à 7, vous perdez le ballon, vous prenez un essai. Là, s'il se fait plaquer de face sur cette phase aérienne, pum, il perd le ballon, dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, il est plaqué avec le ballon côté au sol, il se fait gratter, terminé. Donc en termes d'efficacité, en dehors de ce qu'on va voir sur la célérité de l'exécution du geste, il y a un problème stratégique. Et celui-là, par exemple, c'est quelqu'un qui, naturellement, il va essayer toujours de crocheter de son côté préférentiel. Alors voilà, quand on arrive avec l'objectif de faire une médaille, ces gens-là, on les identifie, on les compte, et voilà, ils sont inefficaces. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit, ça c'est le côté non préférentiel, ça c'est le côté préférentiel.
Donc il y a la différentielle de vitesse d'exécution, d'angulation. Donc là, on voit que l'angulation, c'est l'angulation entre la prise d'appui et la rotation du tronc. C'est le changement de direction. C'est-à-dire que là, sur le côté non préférentiel, il arrive à faire un changement de direction de 100 degrés, et là, il arrive à mettre 6 degrés de plus. Sur son déplacement du centre de masse, c'est pareil, il arrive à faire un déplacement du centre de masse qui est beaucoup plus important de son côté préférentiel par rapport à son côté non préférentiel. Donc, tout ça, ça nous donne des informations sur le fait que son côté préférentiel, il est plus efficace parce qu'il permet de faire un changement de direction qui est plus ample, avec un transfert de poids qui est plus rapide, enfin, plus efficace en termes de geste. Alors, on va rentrer un petit peu là-dedans pour voir. Alors, donc ça, c'est l'intégralité d'un cycle de crochet, avec la phase portante et la phase aérienne, et puis la phase portante suivante. Donc tout ça, ça se passe là. Donc en bleu, vous avez le côté préférentiel, en rouge, le côté non préférentiel. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que au niveau des amplitudes de cheville et de genou, surtout au niveau de la cheville, on arrive à mettre plus d'amplitude dans la cheville du côté préférentiel. C'est-à-dire qu'il va coupler dans ces deux articulations majeures pour faire son cadrage, de la réserve d'énergie, entre guillemets, dans la cheville et dans le genou, plus importante, donc derrière une restitution d'énergie plus conséquente. Ensuite, sur la phase aérienne, et là on le voyait, il y avait pas, les chiffres confirment la vue, mais la phase aérienne sur le côté non préférentiel, elle est beaucoup plus importante. Et donc, c'est important. Pour nous, ça nous importe parce que dans cette phase aérienne, il est fragile sur son geste clé. Voilà. Ce qu'on voit également, alors c'est là, c'est sur la reproductibilité du geste. Sur ces 6 enregistrements, sur son côté préférentiel, son geste est beaucoup plus reproductible que sur son geste non préférentiel. Ça, je ne vous apprends rien, je pense que ça, c'est des choses que vous maîtrisez, vous connaissez dans votre sport, c'est que voilà, la reproductibilité du geste, elle est fondamentale pour la performance finale du sportif. Et là, on voit que son côté préférentiel, comme il y va, eh ben, il est plus reproductif que son côté non préférentiel, ou comme il n'est pas très bon, il n'y va pas. Donc nous, au niveau de la formation des joueurs, au niveau de l'entraînement, eh ben, on sait que là, ce joueur-là, il va falloir le faire travailler spécifiquement sur son crochet, de son côté non préférentiel, pour qu'il développe de la compétence et de l'efficience sur ce geste. Voilà, donc ça, c'est des choses que j'ai dit. Voilà, donc ça, c'est dit. Et donc, voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse, sur ce groupe-là, donc là, vous avez une partie de l'équipe de France de rugby à 7 qui prépare les Jeux Olympiques. Donc, il faut savoir, nous, ça a été une grande nouveauté pour nous aussi, c'est que la Fédération française a décidé, pour pouvoir entraîner spécifiquement ces joueurs pour les Jeux Olympiques, de les salarier. C'est les premiers rugbyman qui sont professionnels de la fédération, donc payés par la Fédé pour s'entraîner. Ils sont à Marcoussis tous les jours. Ils sont payés par la Fédé pour vraiment préparer ces échéances-là. Il faut savoir que, comme pour vous, les qualifications olympiques sont continentales. Il y a un petit peu du monde en Europe. Dans le golf, je pense, dans le rugby, les Anglais, il y a les Gallois qui sont devant nous, au classement. Il y a les Espagnols, les Portugais qui sont pas si mal que ça. Il y a les Russes, parce qu'il y a des médailles à prendre, donc voilà, il a fait le paquet. Donc ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Voilà, puis là, des références bibliographiques qui sont en train de s'étoffer parce que c'est des choses qu'on, bien entendu, nous ne sommes pas les seuls à travailler dessus.